Alors, vous êtes jeune autrice aussi? Oui, ça fait 5 ans que j'ai des livres publiés en tout cas. D'accord. Alors moi je vois Le Sang pirate, sorti en novembre 2018. C'est un roman jeunesse, 9-13 ans. Et adulte aussi? Young adulte. D'accord. Dès 9 ans ça peut se lire si on a un bon lecteur, mais après quand on aime le fantastique et la piraterie, il n'y a pas de limite d'âge. D'accord. Et le suivant, il est aussi de cette année, L'Aventure m'attend. L'année dernière, donc là par contre c'est vraiment un album jeunesse. Avec des illustrations. On peut voir un petit peu. Ah oui. Qui fait les graphismes, les dessins? Alors c'est Claudine Lefebvre, je n'ai aucun talent, mais c'est une grande illustratrice. Voilà, pour l'aquarelle, c'est vraiment magnifique. Je sais un petit peu tout. Voilà, que pouvez-vous nous dire de plus? Vous avez un autre livre en route, non? Ou... Oui, toujours. Il y a des contrats en attente. Il faut être très patient, mais ça va venir dès l'année prochaine. J'espère avoir ça sur la table, pas de souci. D'accord. Et vous avez déjà fait d'autres salons? Beaucoup, oui. On essaie d'en faire le maximum pour nous faire connaître et faire découvrir nos livres autant que possible. Bon, bah, écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite, hein, et surtout ici à Mers, puis d'être venu jusqu'à nous. Voilà. Pirate, c'est normal. Il faut un peu d'audace, hein. C'est ça. Bon salon. Merci à vous. Donc, d'origine lorraine, Denis. C'est cela. Toul, plus précisément. Toute votre enfance au bord de la Moselle. Au bord de la Moselle. Qu'est-ce que vous faites chez nous? J'ai posé mes valises il y a maintenant une vingtaine d'années et j'habite maintenant à Abbeville. Abbeville, la ville des abbés. Voilà. D'accord, ben écoutez, vous êtes le bienvenu, hein, je plaisante. Hein. Donc vous appréciez la Picardie? Oh, c'est la Picardie qui m'apprécie peut-être. Mais dites, il fait froid en Moselle, hein, moi j'ai de la famille aussi. Non, il fait sec. Il fait sec. Il pleut de temps en temps, mais il fait très froid et sec l'hiver. D'accord. Alors, voilà, je sais tout sur vous, délégué de la Société des poètes français pour la Picardie. Oui, pour la Picardie, mais je suis membre de la Société des poètes français qui a été fondée en 1902 par José Maria de Heredia, Léon Dierks, Philippe Prudhomme, en hommage à Victor Hugo qui est né lui en 1802. Et pour le 100e anniversaire de Hugo, ils ont créé la Société des poètes français qui est très active à l'heure actuelle. Le siège est rue Monsieur le Prince à Paris. Nous sommes 750 en francophonie. Hein. Nous avons des Africains, nous avons des gens, des Indiens. Il y a une foultitude de nationalités à la Société des poètes français. Atelier d'écriture poétique d'un certain collège et le prix du club des auteurs et des livres de Picardie en 2012 pour votre roman Au clair de ma clairière. Rivière. Au clair de ma rivière, oui. C'est un roman tout à fait bucolique qui retrace la vie des gens en campagne entre 1962 et 1970. D'accord. Puis parution de L'œil enclin qui est sorti en 2000, qui est un recueil de poésie. Et le tout dernier, Un voyage extraordinaire en baie de Somme, c'est cela? Alors il y a Un voyage extraordinaire en baie de Somme qui est une commande du conseil régional qui m'ont demandé de m'inspirer d'un salon des peintres sur le thème de Jules Verne. J'ai œuvré, travaillé sur ce livre pendant 2 ans et demi à la recherche de documents pour écrire peut-être, et j'ai osé relever le défi d'un livre que M. Jules Verne aurait oublié d'écrire. Oh, pointilleux tout ça, hein. Et je vois que vous en avez sorti un autre qui s'appelle, enfin, Le début d'une lettre, mes bien chers parents. Alors là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... C'est le dernier? Ça, c'est assez extraordinaire. J'ai découvert dans un grenier de mes parents, ça traversait 3 générations, l'histoire d'un jeune homme qui a écrit à ses parents de 1914 à 1919. Voilà, c'est ce que je disais à M. Maquet tout à l'heure. Hein. Et le livre, ça fera 2 ouvrages, même de 2 tomes de 450 pages chacun, l'un et l'autre, pour retracer l'histoire assez extraordinaire d'un jeune homme qui, de poilu, devient, comment dirais-je, pilote des machines volantes. Oui. Et ce jeune homme s'appelle Fernand Jaillon. Oui, justement, c'est un parent ou c'est la coïncidence? Non, c'est le cousin germain de mon grand-père paternel. D'accord, bah écoutez, il y a de quoi faire alors. Et vous venez nous présenter ou nous lire quelque chose pour ce moment? Oh, je peux vous dire, on dit un poème, on ne le récite pas. Hein.
Imaginez ici, on est à Mers, on est en bord de mer, n'est-ce pas? Et vous êtes en bord de mer, et vous regardez la mer, et vous écoutez le vent. J'ai appelé ça oaristis. Oaristis, c'est un terme français dans le dictionnaire, d'origine grecque, qui veut simplement dire ébat amoureux, conversation amoureuse, entre le vent et la mer. Quand le vent et la mer, sous la nue, inlassable, répètent leur histoire avec aise et candeur. Ils comptent, elles racontent, espace et profondeur. Exultent les embruns en verve intarissable. Quand la vague et le flot, sur le grand lit de sable, s'étreignent librement, amoureux, sans pudeur, elles roulent. Ils s'enroulent aux engrâces et ardeurs. L'oaristis devient plaisir impérissable, l'onde mystérieuse, amante de secrets, et l'autan vagabond au doux parfum discret, brasse, s'embrasse, bien ainsi jusqu'au rivage. Alors, une dentelle, éphémère frisson, et ces frésolis d'anges, inaudibles chansons, courent, parcourent seul un littoral sauvage. On croirait entendre la mer. C'est joli. Vous venez d'où? De Dieppe. De Dieppe. Vous venez en voisine alors. Et comme on dit, c'est votre premier ouvrage. Oui, tout à fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené à écrire? J'ai toujours aimé ça et c'était un rêve pour moi d'écrire un jour un livre. J'avais pas forcément le courage, mais c'est mon mari qui m'a dit lance-toi. Puis Vous aviez déjà fait des essais quand même. oui, j'avais déjà essayé un petit peu chez moi, quoi. Mais là, c'est la première parution. Il est paru en quelle année? Là, cette année. Voilà. Ah bah, c'est vraiment du frais alors. Hein. Oui. Et vous écrivez sous quel thème? C'est plutôt le thème fantasy un petit peu, des mondes imaginaires, des créatures imaginaires, etc. Ça s'adresse à des adultes ou à des enfants? Oh, je pense que ça peut être les deux, ça peut être surtout des adolescents, je pense, mais les adultes qui aiment le fantasy, je pense que ça peut leur plaire aussi. Oui, je crois que ça leur correspond. Donc vous donnez à peu près une tranche d'âge? Oh, on va dire, je ne saurais pas donner une tranche d'âge. La question qui fait mal. Si, quand même, il faut. On va dire ça, ouais, 10,99. 10,99, bon, d'accord. Alors, c'est fait pour les adultes aussi, hein, si on comprend. Bon, d'accord. Et votre maison d'édition est dans la région aussi? Oui, tout à fait, c'est les mots de plume. Et c'est votre tout premier salon ou vous en avez déjà fait? C'est mon tout premier. Écoutez, hein, c'est courageux, hein, c'est courageux. On va vous souhaiter un bon salon. Hein, et puis on va peut-être quand même pouvoir découvrir cet ouvrage, hein, on va inviter les jeunes à venir vous voir. Hein. Mais à vrai dire, c'est l'histoire de... C'est l'histoire de Tara. Donc c'est une lycéenne qui vit avec sa tante et elle a perdu ses parents quand elle était bébé. Donc c'est sa tante qui s'est occupée d'elle, mais elle ne sait rien du tout de ce qui s'est passé en fait, elle ne sait pas pourquoi. Elle veut savoir. Voilà, exactement. Et elle va découvrir qu'elle vient carrément d'un autre monde et qu'elle a tout un destin qui est... C'est quand même tiré du vécu, non? Ou vraiment imaginaire? Vraiment imaginaire. D'accord, donc il a fallu travailler sur le sujet. Bien, ben, je vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous venons d'accueillir également Monsieur le maire, Michel Delépine. Il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres. Qui a pu dire cela? Vous avez une petite idée? Je vais vous faire une proposition. Ah oui, ça je veux bien. Voilà. Alors, je vous propose Louis Pasteur ou Bernard Pivot. Oh, Bernard Pivot. J'en étais sûre que vous allez tomber dans le piège. C'est pas ça, voilà. On va voir. C'est Louis Pasteur. À mon tour de vous poser une colle. Alors, on va essayer. Qui a dit pourquoi on fait-vous un livre? J'en ai déjà un.
le choix entre deux personnes, Louis de Funès et Francis Blanche. Je dirais Francis Blanche. Bravo. Bon, donc, nous avons parmi nous Jean-Louis Viau, qui nous vient de Dieppe, ville d'adoption. Sinon, je suis d'origine de Laval, là, dans la Mayenne. C'est pas à côté, mais maintenant vous êtes à Dieppe, enfin vous avez été un petit bout de temps à Dieppe, puisque j'ai fait un petit peu ma petite enquête, si vous le permettez. J'espère que vous y voyez pas grand inconvénient. Voilà, et j'ai trouvé plein de choses. Vous allez me dire si j'ai bien travaillé. Vous avez été policier et commissaire de police à Dieppe, entre autres. Alors oui, c'est presque vrai. Commandant fonctionnel, faisant fonction de commissaire à Dieppe, oui, à la fin, jusqu'en 2008. Ah, d'accord. Et puis aujourd'hui, détective privé. C'est ça. Oh, bah, ça nous intéresse, hein. Auteur de quoi me direz-vous? Pardon, j'ai pas... Auteur de quoi me direz-vous? Auteur? Vous écrivez quoi? Eh bien, ce que j'écris principalement du roman. Ah oui, du coup, j'étais toujours dans la profession. J'ai écrit du roman d'atmosphère, d'intrigue, suspense. Et j'ai écrit également pour la jeunesse, pour aller à partir de 10-12 ans. D'accord. Donc, des polars et des thrillers, ça vous connaît? Oui, tout à fait. Enfin, thriller, non, c'est ni polar ni thriller. Je vous dis, c'est plutôt du roman d'atmosphère, hein, de l'intrigue, du suspense, mais qui n'est pas dans la gamme des thrillers ni c'est pas des thrillers purs. Voilà, c'est pas du thriller pur. D'accord. Alors, mais écoutez, voilà ce que j'ai vu. Votre premier roman pour adultes, Belle Garce, a été sorti en 93, il y a cela un petit bout de temps, et vous avez obtenu le prix du Quai des Orfèvres, oui. Ça, c'est pas mal, hein, quand on connaît ce prix. Puis vous écrivez des romans pour la jeunesse, Tout faux Ludo, Les 100 000 briques, qui a obtenu le prix Jeunesse Télévision en 2002. Alors, Les 100 000 briques, oui, qui a été édité chez Casterman, il a été primé 4 fois. Hein, alors, bon, ma petite fierté, c'est de dire qu'il a été lu dans beaucoup de collèges et de lycées de France, alors, où je me suis déplacé à la rencontre de pas mal d'élèves. C'était une expérience très très intéressante. C'est vrai que les jeunes, pour les critiques, ne trichent pas. Ils vous disent si ça leur plaît, si ça leur plaît pas. C'est ça qui est plaisant de pouvoir écrire pour les jeunes. Et il est classé comme roman aussi, celui-là, 100 000 briques, non? Oui, tout à fait, c'est un roman. Pinot la Lune et Pour les yeux de Marion en 2015. Pour les beaux yeux de Marion, oui. Bon, c'est un petit peu dans la même gamme, dans le même volume de romans, hein, comme les 100 000 briques. C'est un petit peu... c'était la collection chez Casterman, c'était une collection depuis 10 ans. D'accord. Et dernièrement, Chantage en poste restante, 2015. Alors 2015, oui, avec le prix Faucon, avec ce Chantage en poste restante, et qui a été donc réédité parce qu'il a tellement bien fonctionné que voilà, il a représenté ici. Donc vous l'avez ici. Et le tout dernier serait le panier à salade? Alors oui, le dernier... Ça lui va bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les jeunes maintenant ils savent même plus comment je vais dire, ce que c'était que le panier à salade, c'est vrai. Quel est le terme qu'on emploie maintenant? Fourgon? Oui, il faut c'est moins joli. Ah oui, bon, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu, il n'y a même pas de... Stage de citoyenneté. Pourquoi pas? Oui, non, mais c'est vrai que le panier à salade... Alors, le panier à salade, bon, je voulais pas faire ce bouquin, en fait c'est du témoignage. Hein. Bon, j'étais bien placé, puisque comme je vous disais, j'étais policier. Je voulais écrire ça pour... on parle toujours des gros services de police judiciaire dans les films, etc. Bon, moi j'ai voulu parler de la sécurité publique, c'est-à-dire les médecins généralistes de la police, hein,
que sont les flics de sécurité publique, qui sont les premiers sur l'événement. Tout le monde connaît police secours, mais il y a aussi des services d'enquête au niveau de la sécurité publique. La sécurité publique, c'est tous les commissariats de France et de Navarre. Hein, donc voilà. Et j'ai voulu parler de ça parce que bon, et c'est vrai qu'on y trouve, surtout que je pars d'une période où ça remonte un petit peu, où on avait des personnages en couleur, que ce soit aussi bien dans la société que civile que aussi chez les flics. Et c'était pas triste, il y avait un petit peu des personnages, encore une fois, très hauts en couleur. Donc le panier à salade, c'est des anecdotes, c'est des affaires criminelles, des affaires judiciaires. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de rire, mais il y a aussi beaucoup de grincement dedans et il y a beaucoup de drame aussi. Et tout est réel et voilà. Et ça s'enchaîne, donc c'est moi qui raconte. C'est ce que je pense, vous vous êtes inspiré quand même de votre vécu. Ah ben je raconte que bon une partie une partie parce qu'on peut pas tout raconter sur une carrière, hein, mais bon des faits disons qui sont marquants quoi, voilà. Hein. Bon. Écoutez, des ouvrages qui attirent la curiosité. Que pouvez-vous nous dire de plus? Le dernier en date qui vient d'arriver hier, alors là c'est pour les plus de 8-10 ans, c'est pareil, c'est comme Tout faux Ludo, les 100 000 briques, etc. Et là ça s'appelle Voleur de chiens, puisque pour la petite histoire, je suis également investi dans la défense pour les animaux maltraités, notamment chiens et chats. Et j'ai écrit ce bouquin-là, ce qui raconte l'histoire d'un, ça ne s'invente pas, d'un ado dont le père est flic et qui se retrouve embringué dans une enquête où il y a des vols de chiens. Et voilà, ça se passe autour d'un refuge, etc. Voilà, Voleur de chiens, ça dit. Voleur de chiens, c'est le tout dernier. Ça s'adresse à la jeunesse alors? Oui, là, de 8-10 ans à partir de... Changer un petit peu de registre ou vous allez continuer comme ça, non? Ah ben je ne vais rien changer. Non, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez sous roche? Dites-nous tout. Un deuxième panier à salade, non? Non, j'ai un chantier en cours, un roman qui va nous emmener alors un petit peu à travers le monde, notamment en Grèce, en Angleterre, enfin un petit peu partout. Et voilà, ça parle d'une personne disparue, c'est la recherche d'une personne disparue. Là, je me transpose un petit peu dans ma fonction actuelle de détective, où je fais intervenir justement, mais ce n'est pas moi, un détective qui va être le personnage clé. D'accord, bah écoutez, c'est un beau programme. Moi je vous remercie d'être venu jusqu'à moi. Bon salon et au plaisir. Qu'est-ce qu'un livre? Une suite de petits signes, rien de plus. C'est au lecteur à tirer lui-même les formes, les couleurs et les sentiments auxquels ces signes correspondent. Il dépendra de lui que ce livre soit terne ou brillant, ardent ou glacé. Beau, hein? Qu'est-ce qu'un livre? Une suite de petits signes, rien de plus. C'est au lecteur à tirer lui-même les formes, les couleurs et les sentiments auxquels ces signes correspondent. Il dépendra de lui que ce livre soit terne ou brillant, ardent ou glacé. Alors je vous propose... J'ai trouvé. On y va. Un Kenaton. Recalé, cher JL. Alors, je prends le... Encore trop bavard, comme d'habitude. Je prends le 50-50. Il parle avant qu'on lui donne la parole, hein, trop bavard. Alors je vous propose Anatole France ou Gustave Flaubert. Attention. Alors j'étais à l'école Anatole France quand j'étais petit. Non, sur cette affaire... Parce que c'est une affaire. Oui, c'est important, c'est important. J'irai pour Flaubert. Raté. Vous faites trop vite, je dis, mon cher ami. Après tout, on y va. Et je vais jeter mon dévolu sur notre cher Jean-Claude Flamand. Après tout, pourquoi il n'y aurait pas le droit? Tout à fait, hein? Pourquoi j'aurais pas le droit? Ben voilà, hein. La primeur même de l'après-midi. Alors Jean-Claude, les garçons pensent que les filles sont comme des livres. Si la couverture n'attire pas leur attention, ils ne prendront pas la peine de lire ce qui est à l'intérieur. Je vais le redire. C'est beau, hein? Ça m'a bien plu. Bon, je demande réflexion. Ouais. Oh. Ça vient d'une femme, hein? Ça vient d'une femme. Ça vient à plus. Ah alors oui. là, tu vois. Là, vous avez tout faux. Donc c'est pas Sacha Guitry. Non. Alors, je redis, hein, écoutez. Les garçons pensent que les filles sont comme des livres. Si la couverture n'attire pas leur attention,
ils ne prendront pas la peine de lire ce qui est à l'intérieur. Alors, je vais vous faire 2 propositions. Marilyn Monroe ou Régine Desforges? Régine Desforges. Je vous laisse réfléchir. Hein. Attention, hein, Jean-Claude. Ah oui, Chiclet. Oh, mais Marilyn, mais bien sûr Marilyn, mais bien sûr, je me rappelle d'un seul coup, c'est Marilyn. Ah oui, vous êtes repris, vous avez chaud, hein. On a le droit de réfléchir. Ouais, vous n'avez pas triché, là. Bon, bah, j'ai le plaisir de vous remettre ce petit Mario. Il a triché, hein, je suis sûre. C'est grâce à Marcel. J'ai triché. De Chopin dans Vimeux. On n'entend pas bien, ouais. On va se rapprocher un petit peu pour qu'on entende mieux, non? Alors. Non, je suis de Chopin dans Vimeux, natif de Metz. Natif de Metz. Et alors, présentez-nous un peu votre travail. Allez, on va s'approcher un petit peu. Des sculptures à base de vieux outils, quasiment uniquement de vieux outils que j'assemble les uns aux autres. Parce que c'était votre métier avant peut-être de travailler le fer ou... Oh non, non. J'étais tourneur, donc c'est suite à une visite. Une visite à Montpellier où j'ai vu une sculpture qui représentait qui ressemblait à rien, mais bon, ça m'a interpellé et j'ai continué. Et vous travaillez comme ça depuis combien de temps? Oh, ça fait après la retraite, une dizaine d'années. D'accord, une vingtaine d'années. Et on vous retrouve un petit peu dans la région, vous nous présentez vos œuvres, qu'est-ce que c'est ça? Des expos, Saint-Mandry, au SAMU, au tribunal de commerce. Tribunal de commerce à Saint-Valery. D'accord. Écoutez, c'est très heureux de vous aussi découvrir les sculptures et le travail de cet artiste. C'est un savoir-faire quand même, l'artisanat. Hein? Oui. Ben, bravo. Je trouve ça très joli. Alors moi je suis originaire du sud-ouest, de Mont-de-Marsan, mais j'habite en région parisienne depuis 20 ans. D'accord. Donc vous découvrez Mers. Je découvre Mers, mais j'ai fait mes études avec, car je suis passée par Beauvais, donc je connais un petit peu ces livres. Oui, d'accord. Ah bah écoutez, vous êtes une grande voyageuse alors. Il faut, c'est la vie qui nous mène. Oui, c'est vrai, la vie professionnelle quelquefois. Alors, vous avez commencé à écrire en 2012 car vous aviez une histoire qui vous trottait dans la tête et que vous aviez envie de mettre sur papier. Puis, tout à fait satisfaite de ce premier jet, vous avez tenu à étudier d'un peu plus près la Révolution d'Angleterre et les conditions de vie des marins, de sorte à écrire un roman digne de ce nom. Cela vous a aidé à construire et à dérouler le fil de cette histoire. Il est donc paru votre tout premier roman historique en 2016, Le Médaillon d'Émeraude, avec des retours assez positifs. Alors, que nous dire de plus? Pleinement satisfaite, c'était pas vraiment le terme, hein, parce que justement mon premier jet, l'histoire personnelle de mes héros me convenait, mais je voulais justement apporter un crédit historique plus important, d'où cette recherche, et c'est pour ça que j'ai mis 3 ans et demi à écrire ce premier roman. Voilà, j'ai eu la chance d'être édité par un petit éditeur, dont la maison d'édition n'a pas survécu au Covid. Voilà, mais ça m'a permis de me lancer sur le tome 2. Vous avez donc écrit déjà le tome 2, La Chambre écarlate, c'est cela? Sorti en 2018. Voilà, qui reprend les personnages qui ont survécu au premier tome, avec cette fois la restauration de la monarchie en Angleterre comme contexte. Voilà, donc, et puis je suis actuellement sur l'écriture du 3e tome. Déjà? Enfin déjà, j'ai pas beaucoup avancé depuis 2 ans, mais là, des choses se mettent en place déjà dans la tête. Et puis là, encore une fois, des recherches à effectuer et pour clôturer au moins cette histoire avec ces personnages-là, sachant que j'ai d'autres projets. Mais... Je vois qu'il y a un petit bandeau, vous avez eu le... Alors, mon éditeur de l'époque a organisé un prix littéraire chaque année au sein de sa maison d'édition avec vote par les internautes. Et donc pour les 2 tomes en fait, j'ai eu depuis de mois historiques, on n'était pas 50 à tout courir.
mais ça fait quand même plaisir. Et donc, il avait eu l'idée d'imprimer les ouvrages avec oui, le bandeau. J'ai vu, ça se fait beaucoup maintenant, hein. Il y a beaucoup de bandeaux, mais c'est une bonne idée. Donc, abri littéraire, les EA, c'est voilà, ça? C'était les éditions abordables. D'accord, les éditions abordables 2018. Bah, écoutez, il est très engageant en tout cas, hein. Alors ça nous parle de quoi ce médaillon un peu des personnages qu'on va retrouver? Donc voilà, au départ c'est une jeune fille qui pour échapper à des dangers qui la guettent s'embarque sur un navire, donc on est en 1650 au XVIIe siècle, donc forcément déguisée en garçon puisque c'était pas vraiment accepté autre que les passagères d'être vraiment sur les navires, donc ça c'est des choses que l'on a déjà vues, que l'on a dans d'autres romans, bon, voilà. Mais bon, après il lui arrive pas mal de choses à titre personnel et elle découvre des secrets de famille sur elle-même, sur amoureuse. Il y a une histoire d'amour, attention. Ouais, je sais pas. Ça nous tient en haleine jusqu'au bout? D'après les retours que j'ai, oui, on a toujours envie de savoir ce qui va arriver par la suite. Et donc le second, c'est les mêmes personnages, mais 10 ans après. Donc on s'éloigne un peu plus de la romance, parce que la vie passe par là. Mais il y a toujours des intrigues, toujours des secrets de famille. Et donc cette toile de fond historique qui me permet de mettre mes personnages au contact ou à proximité des grands personnages historiques pour leur faire vivre leurs aventures. Écoutez, ça a l'air passionnant, hein. Bah, écoutez, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Voilà, beau salon, ça fait plaisir. Je vous en prie. Donc on va vous suivre. Ici, nous allons nous tourner vers Paul Le Trévier, que je n'ai pas eu la possibilité de voir de plus près depuis hier, et qui est sa première participation au Salon de Mer, c'est ça? Tout à fait, c'est la première fois que je viens ici. Et vous nous venez d'où? Alors moi je suis originaire de Rouen aujourd'hui et je viens donc d'une ville qui n'est pas très très loin. Alors effectivement, vous venez de Rouen et vous vous êtes spécialisé sur l'histoire de la Normandie à travers la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2001, vos recherches et travaux historiques sur Rouen ont été consacrés au bombardement allié, anglais et américain. Et vous êtes aujourd'hui reconnu pour cette spécificité, il faut quand même le dire. Sont nés de cette passion plusieurs ouvrages. Alors le premier, vous allez me dire si je me trompe, ce qui s'est passé le 19 avril 1944. Épuisé, ça c'est le succès. Deuxième ouvrage, 17 août 1942. Je vais vous en parler. Voilà, il va nous dire quelques mots sur cet ouvrage. Allez-y. Alors cet ouvrage est un ouvrage important. En fait, il s'agit de l'histoire du tout premier bombardement américain sur l'Europe. Vous allez me dire, les bombardements, c'est pas très très intéressant, mais ça a marqué beaucoup la population française. Et ce bombardement, il a une vraie particularité. C'est le premier bombardement américain, il y a toujours un premier, mais celui-là, il est décisif, car c'est suite à ce bombardement-là que tous les bombardements vont se généraliser sur l'Europe occupée. Et deuxième point qui est singulier également sur cette opération, c'est que le pilote qui est dans le premier bombardier, il a un nom qui va sonner à l'oreille de certains. Ce pilote s'appelle Paul Tibbets, il fait sa première mission de guerre sur Rouen le 17 août 1942 et il finira la guerre en bombardant le 6 août 1945 Hiroshima. Donc c'est une date incroyable, c'est une personnalité incroyable. Et je dois dire que j'ai eu un petit peu de chance car ce livre a donné lieu en fait à 2 films, 2 documentaires, dont un film qui s'appelle De Rouen Hiroshima, que vous pouvez voir sur YouTube. C'est un film que j'ai fait en 2015 et j'en ai fait un second en 2019, toujours sur ce même thème. Oui, effectivement, vous êtes bien spécialisé. Je découvre aussi ce jour où Rouen tomba. Épuisé. Épuisé aussi. Oh, bah alors, ça fait pas ça. 4e, les maraîchers, 100 ans de bonheur au cœur de Rouen. Voilà. Il est chez nous celui-là En fait, il est dans la voiture. Bon, il est pas bien loin. Je veux bien vous parler du dernier. Et le dernier, bah oui, j'attends le dernier. Alors, le dernier livre sur lequel j'ai travaillé donc, a été publié en 2018 pour le centenaire de la fin de la guerre de 14.
Il parle d'un sujet qui est tout à fait normand et tout à fait inconnu. Le sujet en question, c'est le plus grand cimetière militaire britannique de France. Et moi, je suis devenu guide officiel de ce cimetière. Il y a dans le cimetière quasiment 12 000 tombes. Il faut savoir que je les ai toutes photographiées, une par une, et j'ai recherché l'histoire des femmes et des hommes qui sont inhumés là-bas. Et je fais chaque premier samedi du mois, sur réservation, une visite du cimetière en question. Et j'évoque une dizaine de destins. Et en évoquant ces 10 destins, vous voyez, vous avez sous vos yeux la guerre de 14 qui se déroule. Vous l'appelez donc le jardin? Il s'appelle le jardin aux 12 000 pierres, car 100 ans après, un cimetière militaire de la guerre de 14, c'est pas un lieu de tristesse, c'est devenu un jardin de paix. Il suffit qu'on le regarde comme ça. En plus, il est entretenu par des jardiniers britanniques, donc il est toujours fleuri de façon absolument formidable. C'est aussi un très beau lieu de visite et de paix, car le cimetière militaire fait presque 7 hectares, et 7 hectares de paix, très joliment fleuris au cœur de l'agglomération rouennaise, c'est vraiment exceptionnel. Je vous donne rendez-vous si vous voulez le visiter, c'est avec plaisir, sur réservation le premier samedi après-midi de chaque mois. Et ce que vous oubliez de dire, c'est que ce livre a déjà obtenu le prix d'Oman en 2018. Un beau travail. Merci pour vos recherches, pour tout ce que vous apportez à la jeunesse et vos visites guidées. Bravo à vous. Arrête les collégiens. Voilà, on peut l'applaudir. C'est historique. Ça mérite des touristes. Votre reporter, un visage local bien connu, en écriture, Michel Billon vous présente. Alors Michel Billon nous vient du Tréport, comme je disais, sa ville natale. Passionné par son histoire, il a déjà à son actif 3 précédents ouvrages intitulés L'abbaye Saint-Michel du Tréport, Les rues du Tréport. Non, ils sont pas là. Il n'y en a plus. Alors je l'ai, il est super. Le patrimoine Tréportais, il n'y en a plus non plus. Ça veut dire le succès. Ben, c'est bien dommage. Et vous allez les rééditer, Michel? Oui, ben, ça va se faire, mais bon, on attendait un petit peu d'écouler ceux qui viennent de sortir, et puis on verra après si on peut en sortir, on les rééditer, ça serait. C'est demandé d'ailleurs, c'est pas mal demandé. Moi je les ai, je les connais, c'est super. Alors, parler du Tréport, de ses rues, de ses habitants est comme une évidence pour lui, c'est un réel plaisir. Mais aujourd'hui, il nous propose un livre autobiographique qui nous parle de sa famille emportée par la tournante de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc vous l'avez intitulé Une enfance tréportaise. Et cet ouvrage, racontez-nous un petit peu. La première partie, c'est la famille qui traverse toute la Seconde Guerre mondiale, de son exode jusqu'à la libération. Ça a été écrit en grande partie avec ma sœur Morissette, sœur aînée, qui a disparu très récemment et qui donc m'a remémoré beaucoup des souvenirs de cette période. Vous écrivez des poèmes également. Elle écrivait également des poèmes, des recueils de poèmes. Son recueil. Et donc sa présence a été primordiale pour moi. Et puis la seconde partie, là, c'est plus mon enfance. Mon enfance, donc, dans les années qui ont suivi la libération. Et c'est toutes des anecdotes, des coutumes de l'époque que je raconte et qui sont tout à fait curieuses. Et qu'à l'heure actuelle, on est étonné de retrouver ce genre. C'est l'histoire du Tréport. C'est l'histoire du Tréport. Oui. L'école LDL, les amis aériens, l'histoire des familles. Écoutez, moi je dis que c'est un bel ouvrage, comme les précédents, c'est à lire, en toute simplicité. Merci Michel. Bon salon. Depuis combien de temps vous écrivez? Depuis toujours, enfin, presque, depuis que je sais lire et écrire, en gros. Mais alors, depuis combien de temps vous publiez? Depuis très peu, depuis que j'ai le temps, c'est-à-dire depuis la retraite. Dommage. Quel temps perdu à travailler. Oh là là. Ah oui, ça. On en a derrière nous, comme on dit. Et aujourd'hui, il faut se faire plaisir, donc vous écrivez. Alors, en 2017, paraît votre premier roman, effectivement, du blé en herbe. Non, du blé en herbe au blé en gerbe.
Un récit poignant et difficile à mettre en scène puisqu'il s'agit d'une petite fille violée dont les parents ont beaucoup de mal à faire leur deuil. Un sujet grave qui revient souvent si on s'en réfère aux actualités. Pourquoi ce sujet ? Parce qu'un fait divers m'avait frappé à l'époque, comme aujourd'hui encore on en trouve malheureusement beaucoup trop. Quelque chose à la fois banal et atroce, une petite fille qui est enlevée, violée, assassinée, dont on ne retrouve pas le corps tout de suite, etc. D'accord, on va écouter un sujet grave. En 2018, la citadelle engloutie. Là aussi, un thème pas facile, puisque votre roman parle du cancer, qui s'annonce au sein d'un couple et dont l'avenir est plus que perturbé, on peut le comprendre. Et vous accompagnez, donc c'est ce roman que vous accompagnez à la musique? Bon, écoutez, je vous laisse faire. Voilà, on encourage Edith, et on la remercie pour son travail, pour ses thèmes. Elle est là jusqu'à demain, donc demain on aura l'occasion de parler d'autres choses et elle pourra revenir effectivement avec son violon. Autour de la biologie et l'enseignement de l'anglais. Tout à fait. Alors j'ai tout bon jusqu'à là. Non, vous avez oublié la démarche qualité. Ah, c'était pas marqué. Ah non, votre enquête... Bon, il manquait un maillon. Et puis dans les années 90, vous avez découvert l'art de la plume par la chanson, ce qui vous a ensuite permis d'aller vers l'écriture de nouvelles et de romans. Alors c'est vers tout au début des années 80 où on fait énormément de chansons. On faisait des chansons parce qu'on avait beaucoup trop de mal à reproduire celles des autres. Alors la solution était effectivement de faire sa propre musique et ses propres paroles bien sûr. Et puis ensuite, effectivement, dans les années 90, je me suis lancé à écrire mon premier roman. Donc ça fait un petit bout de temps, mais il y en a eu, si je regarde. Alors JL, c'est votre nom de plume, et vous dites « L'écriture est un voyage qui ne finit jamais ». C'est très poétique, c'est le reflet d'une certaine réalité. Est-ce que c'est de vous, cette citation? A priori, oui. C'est bien vous qui l'avez dit. Si vous voulez, l'idée, c'est effectivement quand je démarre un roman, moi-même, je fais énormément de découvertes. Et j'ai l'impression de partir en voyage. J'assimile ça, par exemple, à un tour du monde comme le Vendée Globe. Et effectivement, lorsqu'on a terminé ce Vendée Globe, qu'on termine le livre, on a l'impression, d'être un peu orphelin, d'avoir terminé quelque chose. C'est une fin. On n'a qu'une seule envie, c'est de recommencer, d'avoir une nouvelle expérience. D'accord, et on repart pour une autre évasion, une autre aventure. Alors, vous avez fait un livre sur le ragoût. Pourquoi le ragoût? Le ragoût, c'est le fil rouge de ce polar. Ça commence, si vous voulez, par un fait de société, et ensuite il y a effectivement une recette très particulière qui accompagne toute l'aventure de ce livre, de ce roman. Et donc, c'est le fil rouge, mais comme c'est assez particulier, j'ai sélectionné le fil rouge pour en faire le titre. Voilà. Et combien de livres aujourd'hui est votre actif? Alors, 20 sont édités. Je suis en train de terminer le 21e. J'imagine qu'il va être publié vers janvier prochain. D'accord. Il y en a toujours un sous roche. Pardon? Il y en a toujours un sous roche. Ah oui, même dès que celui dont je vous parle est terminé, je suis dans les phases de relecture. On en parlait avec mon voisin, c'est très long, très compliqué. Il y a toujours des erreurs qui se glissent. On a beau relire et faire relire, c'est pas simple. Donc, il est effectivement terminé le livre depuis plusieurs semaines, mais le temps qu'il soit publié, ça va nécessiter encore plusieurs semaines. D'accord. Alors, vous êtes venu avec Marie Damien, le chuchotement des pierres, et quoi d'autre? Alors, un livre sur Chantilly
qui est un roman polar avec un fil rouge, faussaire et voile de tableau. Un livre sur... Ça se passe au château? Au château, bien sûr, au musée Condé, très précisément. Un livre sur Senlis et sa vie moyenâgeuse. Évidemment, il y a Amiens, Marie-Damien, le chuchotement des pierres. Le dernier qui est sorti pratiquement en même temps que le ragoût, La source Q, qui nous ramène dans le bouillonnement du judaïsme il y a 2000 ans. Un livre, Corps et âme, qui s'occupe de l'éternité, qui nous touchera tous et toutes, ou toutes et tous. Bah, dis donc, hein, il y a de quoi faire. Et moi, je connais un petit peu votre région, hein, puisque j'ai habité pas très loin de Chantilly. J'ai vu que vous faisiez de nombreux salons, Neuilly-en-Thelle. Oui, c'est dans 15 jours. Que je connais très bien, Montataire. Alors oui, Montataire, c'est un salon qui se passe au mois de juin. Voilà. Verneuil-en-Alate, qui est près de Senlis, hein, ou près de Chantilly. Oui, mais Verneuil-en-Alate, malheureusement, c'est terminé. La personne qui organisait ces salons nous a quittés au mois de juin. Voilà, donc je lui rends hommage d'ailleurs. Elle s'appelait Jacqueline Traventin. Son nom de plume, on la trouvait souvent aussi sous Picotte Maronde. Elle était, il y a 2 ans, ici même, dans ce salon. Et voilà, donc c'était une auteure, une poétesse, en ce qui me concerne, de première langue. Voilà. Bon, bah écoutez, nous on est ravis de vous avoir, de vous revoir. Hein, c'est tout un programme à vous tout seul. Voilà, donc n'hésitez pas à rendre visite au centre de Julienne Jean-Luc Barrier. Merci bien. Il faut courir le monde, mais les livres s'écrivent assis à une table. Pour écrire, il faut courir le monde, mais les livres s'écrivent assis à une table. Qui a bien pu dire ça? À une table. Oh là, il comprend tout de travers, hein. C'est vraiment un nom discipliné. Bon. Alors, je dirais Jean Giono ou Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Il avait du mal à tenir debout, ça doit être ça. Oui, et ben c'est raté. Regardez à l'oral. Bon. On ira alors à l'ancien. Ça devient collectif. Non, moi je savais que c'était Giono, puisqu'il a dit je suis un voyageur immobile. Oui, bah, bravo. Oh, oui. Bravo. Quelle va être ma cible? Hélène, on y a eu droit, Hélène, non? Ah, ben ça, elle est trop sage. Elle est trop sage, alors on va faire quelque chose, Hélène. À quoi bon apprendre ce qui est dans les livres, puisque ça y est? Oh, hein? À quoi bon apprendre ce qui est dans les livres, puisque ça y est? Alors je vous propose Sacha Guitry ou Jules Renard? Sacha Guitry. Ça, c'est Isabelle. Alors là, à chaque fois qu'il dit une réponse, c'est pas la bonne. Non mais là, il nous fait les grosses têtes, il nous fait Isabelle Mergo, là. Bah, j'aurais tendance aussi à dire Sacha Guitry, mais... Oh bah je sais pas. Allez, Jules Renard, juste pour le contredire. Eh ben, il fallait pas le contredire, pour le coup, il avait raison. Le monde est un livre dont chaque page nous ouvre une page. Alors je propose Lamartine pour Maupassant. À gauche. C'est peut-être aussi un piège par Maupassant. Non, c'est Lamartine. Ah, ben voilà. Ah oui. Elle a que des questions pièges. De Dieppe d'origine. Oui, je suis né à Dieppe, et étant plus Dieppe que moi, puisque je suis né place nationale. Oh, et vous y êtes toujours? J'y suis toujours, oui. On a pas mal de Dieppois, hein, quand même. C'est bien, vous venez en voisin. Voilà, tout à fait. Et j'aime beaucoup le... Presque en tourisme. Bah oui, parce qu'on va dans le nord. En tout cas, bienvenue. Alors, votre premier roman noir, en 2006, Du sang sur la plage,
vous permettra de vous faire connaître et de remporter un succès régional. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai vu. Alors d'autres romans suivront. Vous avez fait de nombreux salons, Forges-les-Eaux, Dieppe, et vous êtes depuis 2012 membre associé à la Société des auteurs de Normandie. C'est ça, tout à fait, qui a été créé, je crois, par Michel de Decker, et voilà, tout à fait. Mais écoutez, c'est une belle reconnaissance de votre travail et de vos écrits, hein. On est ravis de vous avoir. Et en 2020, le prix Rouen Conquérant vous a été décerné pour votre polar Meurtre à Pontaillac. Et vous venez aujourd'hui nous présenter un dernier ouvrage qui s'intitule Dolus Malus, que vous avez situé sur l'île d'Oléron, parce que Dolus c'est un petit village qui est au centre de l'île. Et pourquoi Oléron et pas Dieppe? Parce que j'ai longtemps eu une maison là-bas, donc à Fouras, à côté de Rochefort, et j'ai connu en plus un éditeur de là-bas. D'accord, donc ça vous a inspiré? Voilà, tout à fait, je connais les décors, je connais l'ambiance, tout ça, de l'île de Léon. Et c'est pour ça que... Et en plus, il y a tout le milieu des huîtres, des... il y a une ambiance, une senteur, il y a plein de choses, hein, l'île de Léon. Oui, je connais aussi. Et combien de temps vous avez mis pour écrire ce roman? C'est un roman? C'est un roman, celui-ci, je l'ai mis en 1 an et demi. Un an et demi quand même. Il me faut pratiquement... entre 9 mois et 1 an et demi pour écrire un livre. Mais c'est un roman ou c'est suspense, espionnage? Non. Ah non, c'est un roman noir. C'est-à-dire que je ne fais pas du roman policier. Je me mets de l'autre côté du décor. Ce sont des gens comme vous et moi qui sommes mêlés un jour de leur vie à une histoire de... Des gens ordinaires, quoi. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Il y a une enquête policière, mais elle est en second. Et quelquefois, on ne retrouve pas l'assassin. Ah, ça existe ça? Ils ne sont pas punis? Vous savez. Vous savez. Ah bon? Écoutez, je suis ravie de faire votre rencontre. Donc, Dolus Malus, c'est quelque chose à découvrir. Hein, c'est le tout dernier. Merci à vous, au plaisir et bon salon surtout. Vous avez travaillé dans la finance et par la suite, c'est comme une évidence, vous allez d'écrire et de témoigner. Dans l'auto-édition. Le premier roman, Les Moitiés Noires, qui est sorti en 2014. Un très beau roman qui a obtenu le 3e prix en 2015. Oui, c'était mon premier roman et j'étais très contente qu'il soit primé. Et donc c'est un roman autobiographique. Ça raconte ma vie en Algérie pendant la guerre des 30 jusqu'à l'indépendance et mon départ aux années 70. Donc c'est une période des années 60 jusqu'aux années 70. C'est une période qui n'était pas très connue en France parce qu'il y a eu là-bas, c'était fermé en fait. Et ça a beaucoup intéressé les lecteurs de découvrir la vie des Algériens pendant cette période. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention? C'est une part d'histoire. C'est surtout l'histoire de sa vie. Il vaut mieux dire non, on a vécu l'indépendance et après c'est organisé. Il y a un livre avec toi, et après si ça fonctionne, ils vont te demander si tu as une vie quand même assez, je dirais, différente, perturbée, nouvelle. Et c'était, on était en fait un peu, je dirais, à la découverte d'un futur qui n'était pas certain. D'accord. Et maintenant, je peux comprendre, vous allez faire éditer ce ouvrage aujourd'hui. Oui, à ma grande surprise, les éditions de l'Histoire à Paris ont décidé de le rééditer pour célébrer en fait le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie qui aura lieu en 2022 avec l'année de l'Algérie en France. D'accord, on va retrouver cet ouvrage. Vous avez sorti en 2021 Lisa, j'ai eu la chance de l'avoir vu et je peux constater qu'effectivement il est écrit en toute simplicité avec de la sensibilité, des émotions et le reflet d'un vécu, donc faire bien chose. Ensuite, vous avez fait un troisième ouvrage, La planète au mille soleils.
Alors là aussi, je l'ai lu à mes petites filles, c'est un très joli roman, c'est féerique, c'est agrémenté de très jolies illustrations. Et c'est vrai que c'est un beau cadeau pour Noël. Oui, c'est vrai, c'est un livre que j'ai construit comme les contes d'antan, en fait, un peu à l'image de Alice au Pays des Merveilles. Et les illustrations sont féeriques. C'est vrai qu'il y a des couleurs, des phrases de couleurs, et surtout une morale, bien sûr, et des valeurs. Je pense que les parents, les grands-parents aimeraient voir perpétuer à travers... Ah, ça a beaucoup plus, ça marque l'enfant. Merci beaucoup, je suis ravie. D'autant plus c'est une première expérience. Je verrai si ça plaît, oui, mérite d'être venu. Merci Zulika pour ce salon. Merci à vous. Je suis médecin, donc je ne voulais pas être connue sous mon nom de médecin pour rester dans un certain anonymat, pour qu'on me lise pour ce que j'étais, c'est-à-dire auteur et pas ce que je suis dans la vie de tous les jours. Et j'ai trouvé ce pseudo qui me va bien puisque c'est la coqueluche. Ça vient de la coqueluche, pourquoi pas. En tout cas, moi je sais tout de vous, hein. Vous êtes né à l'Isle-Adam. Alors voilà, on est en pays, on est du même endroit, hein, parce que moi je suis adamoise aussi. Et c'est là précisément que vous exercez effectivement en tant que médecin. Et vous trouvez donc le temps d'écrire. J'ai pu lire dans différentes presses où vous dites « Je suis entrée en écriture par la petite porte du concours littéraire, édité en 2003 dans les 50 nouvelles du prix de l'Herme. Dès votre toute première parution avec le tunnel de Chamois. » Ça remonte à loin, mais c'est vos débuts. Oui, effectivement, c'est ma première expérience d'écriture. Évidemment, comme tous les auteurs, j'écrivais en catimini pour moi-même. Et quand on m'a dit il faut absolument faire un prix et que forcément j'ai été éditée, je me suis dit qu'il faut peut-être que j'écrive finalement pour de vrai. Voilà. Si on peut dire, c'est une belle entrée en matière pour débuter. Hein. Oui, c'était pas mal, c'était pas mal. Je suis pas, voilà, ça m'a convenu, on va dire. C'est sûr que s'il ne m'avait pas donné la chance de pouvoir être édité, peut-être que j'aurais pas 10 romans sur ma table aujourd'hui. 10 romans déjà, donc vous écrivez depuis un petit bout de temps, effectivement. Et on découvre dans votre biographie littéraire un récit très poétique sur Oltonival. Alors là, on veut en savoir un peu plus. Oui, Oltonival, c'est mes origines aussi, puisque j'ai une maison de famille depuis maintenant 8 générations. Enfin, la 8e génération, ce sont mes petites filles. Donc ça remonte quand même, ça fait remonter des souvenirs d'enfance et la plage d'Oltonival permet d'écrire de jolies nouvelles. Et peut-être un roman de ces jours. Parce que je crois qu'il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Et votre dernier s'intitule? Alors le dernier, c'est celui-là, c'est le Grand Globe. Alors celui-là, je l'aime particulièrement. C'est toujours des polars un peu chez moi, mais celui-là, mon éditeur n'a pas voulu l'appeler polar, il a voulu l'appeler roman, puisque l'histoire est au premier plan. C'est le premier ballon à hydrogène qui est parti des Tuileries à Paris en 1783 et qui atterrit à Nel-la-Vallée, avec une compétition entre les frères Robert, ceux du ballon, à hydrogène, et les frères Montgolfier qui ont volé les premiers, mais ont brûlé avec la montgolfière. D'accord, donc ça a demandé des recherches. Voilà, c'était super intéressant comme travail. Donc je l'aime beaucoup celui-là. Nel-la-Vallée, pour situer, c'est au-dessus de l'Isle-Adam. Vous écrivez un petit peu dans votre contrée, on peut dire. Oui, tous mes romans sont normalement calés autour de la région d'Isle-Adam, Parmain, Champagne, Rouville, Nel. Voilà. Et vous êtes un petit peu connu dans le Val d'Oise? Oh, jusqu'au bout de ma rue, oui. Par vos écrits ou par votre vie professionnelle? Peut-être plus par ma vie professionnelle. Parce que je ne vous connaissais pas, mais donc c'est un plaisir de vous avoir et vous avez bien fait de venir jusqu'à nous. J'espère qu'on vous reverra. Voilà, je vous souhaite un bon salon aussi. Merci. Merci, plaisir partagé. Je t'ai mon dévolu. Alors. Eh ben nous, Monsieur Moreau, non? Vous avez peur d'être puni par la longueur? Je vais le perdre. D'accord. Et Pierre Bonjour. Oui, allez, je jette la main. On fait souvent. Vous êtes prêts? Alors,
affichez pas. Non, jamais. Alors, il y a des livres qui meublent. Ce sont ceux qu'on vend le plus et qu'on lit le moins. Il y a des livres qui meublent. Ce sont ceux qu'on vend le plus et qu'on lit le moins. Cette citation vient de Edmond et Jules de Goncourt ou Jules Renard. Les frères Goncourt. Bravo, ce n'était pas évident. On peut l'applaudir, Pierre. Voilà. Merci, c'est très gentil. Merci. Alors, voilà. Entre ici et maintenant, c'est votre tout premier roman. Il y en a d'autres? Il y en a eu un deuxième, sorti en mai. Fais-le. Alors, Fais-le, il est sorti en mai, très récente parution. Donc très peu de retours encore. Oui. Si, c'est votre premier salon avec ou vous l'avez déjà présenté? Alors, je suis venu avec les deux romans, ça c'était déjà à Metz. Et là, il y a un petit peu plus de recul, donc voilà. D'accord. Alors, un livre engagé dans une époque où la liberté semble menacée. Entre le thriller psychologique, la quête spirituelle, l'engagement citoyen, vous venez découvrir un pan de la réalité moderne au travers du chemin d'Estrella et de Sosa. Exactement. C'est ce que vous mettez dans votre ouvrage. C'est vous qui allez me raconter. Alors, en quelques mots, c'est la rencontre entre une trentenaire, ballottée par la vie, et un thérapeute avec une réputation sulfureuse, qui sont tous deux à la croisée des chemins de leur vie et qui vont s'apporter mutuellement dans leur parcours de vie et au-delà de leur propre petite vie. Ça va engager le cercle de la relation amicale, sociale et autres. C'est un peu lié à ce que vous faites en dehors de l'écriture, non? Oui, voilà, il me semble. Et cette inspiration, c'est un thriller psychologique. C'est ça. Ça vient un petit peu de la crise sanitaire ou non? Le sujet, à vrai dire. C'est sans doute un mélange de tout, effectivement. Je puise sur les différentes fonctions, de mon métier, de ma vie et de ce qui s'est passé effectivement dans le pays et dans le monde depuis 2 ans. C'est un mélange de tout ça, effectivement. Voilà, c'est ce qui m'avait semblé voir. Exactement. D'accord. Pourquoi pas, hein? À découvrir, merci à vous. L'été s'installait, clair et chaud, lumineux même cet après-midi, où elle avait pris la promenade des remparts dans l'autre sens, pour mieux sentir d'abord les largeurs de l'avenue François Ier et sa double allée ouvrant sur les collines vives à l'horizon d'est. Soleil levant. Sur sa planète rétrécie, elle s'aménageait un espace vivable. Bientôt, aux toitures d'ardoises scintillant en miroir, on était projeté loin, vers des midis mythiques. Cela seul comptait. Des instants en perles, suspendus aux murailles, triomphante, elle, et qui avait supporté d'autres assauts. Pour quelle guerre? Et osait se poser là, quelques toises au-dessus de tous, afin que d'un seul coup d'œil, on parcourt la campagne entière, à ses pieds. Pour quelle stratégie? Bardés de fer et d'instincts belliqueux, c'était plus ici. De vrais petits hommes, avec des projets dès le matin, des plans d'action qui finissaient par se réaliser à la satisfaction de tous ceux qui maîtrisaient le chant et la satisfaction d'eux-mêmes d'abord. Louis sourit
souriait encore. Tout ce déploiement de force pour le transporter, les pompiers, l'oxygène, et puis les sirènes pendant le trajet jusqu'à l'hôpital, tout cela pour lui. Lui qui, c'est vrai, n'avait même plus l'énergie de se tenir, plus d'air non plus. Mais une telle mise en scène, il souriait d'avoir pu donner dans ce théâtre-là. Ce n'était pas tout à fait dans ses cordes. Ce malade-là, pourtant, c'était lui. Ce corps-là, c'était le sien, bien qu'il en doutât parfois, qui le retenait prisonnier et donnait bien des alarmes. Pour combien de temps encore ? Avait choisi de continuer un nouvel élan, un rêve d'effacement du temps et de ses pesanteurs insurmontées. En 1118, Héloïse et Abélard aussi avaient dû fuir. Un grand écart d'âge entre eux. Fuir en but aux préjugés du temps, avait-elle songé la première fois. On était en 1118. Fuir pour pouvoir vivre encore un peu, aveuglément, leur fol amour. Et voici qu'à relire cette histoire, elle percevait soudain le point de vue de l'oncle Fulbert. Il fulminait l'oncle Fulbert. Avoir confié l'instruction philosophique de sa jeune nièce, si vive et intelligente, au meilleur précepteur de Paris, et se trouver ainsi dupée, séduite son Héloïse, séduite par le professeur Abélard, tellement plus âgé. Il fallait comprendre les foudres vengeresses de l'oncle Fulbert, la castration. C'est tout ce que méritait le trop complaisant séducteur d'une trop jeune fille. On était en 1118. Ah oui, par rapport à la date.
Merci Edith pour ce moment. Voilà. On aura un autre demain à la même heure. Alors, Caroline. Alors, si l'on prend connaissance de votre blog, on découvre que Caroline est votre pseudo, Caroline Barnes, est votre pseudo en tant qu'auteur et qu'il est bien plus facile pour vous de prendre la plume et devenir quelqu'un d'autre à travers vos écrits. Voilà. Vous écrivez depuis Depuis l'âge de 11 ans. Bien. Ça fait pas mal d'années, ça? Oui, quelques années. Oui, beaucoup d'années, oui. Beaucoup d'années. Alors, mais aussi, je vois, voilà, The Bridget Rain, c'est ça? C'est celui-ci. Ah, bah, vous avez vu l'accent. C'est hein. parfait. Et le tout dernier, La vue depuis le bungalow, sorti en septembre. Celui-là, voilà, je l'ai. Que vous classez dans le genre roman d'action romantique. Et que vous situez en Angleterre. Voilà. Mais écoutez, non, je pensais que vous étiez venu avec les autres. Mais écoutez, on est ravis de vous avoir. Merci. C'est votre premier salon ici à Mers? C'est mon tout premier salon, tout court. Tout court, tout court. Malgré que vous écrivez depuis pas mal de temps. Oui. Bah voilà, faut pas avoir peur. C'était un peu de stress, voilà. Mais il n'y a pas à avoir de stress, hein. Et ça se fait un ce soir. Surtout quand on prend la plume. Vous vous êtes fait connaître un petit peu dans la région parisienne? Non, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Je suis restée derrière l'écran. C'est vrai qu'il faut faire des salons qui Voilà, la rencontre des acteurs. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est bien aussi, mais surtout que dans votre région, il faut se faire. Là maintenant, je vais m'y mettre. J'ai fait la première. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon salon, il faut continuer. Merci. Donc j'ai le plaisir de recevoir et d'interviewer une très jeune auteure sous le nom de Sophia. Alors voilà ce que j'ai pu découvrir un petit peu. Très jeune auteure, passionnée de lecture depuis votre plus jeune âge, après avoir découvert et dévoré les tomes du non moins célèbre Harry Potter, hein, et vous vous êtes lancée dans l'écriture. Oui, c'est ça. En fait, j'ai toujours du coup aimé lire et puis à un moment donné, quand j'étais au collège, en 5e, j'ai eu envie d'écrire et ça m'est venu comme ça et du coup j'ai eu après envie de faire vraiment un projet, d'avoir un roman complet et du coup c'est ma passion d'écrire. Mais donc vous écrivez au niveau du fantastique, c'est ça ou... donc du coup mon premier roman c'est du fantastique, après j'ai aussi écrit une nouvelle qui va bientôt paraître, c'est de la science-fiction, post-apocalyptique pardon. Et sinon j'écris aussi des poèmes et j'écris d'autres nouvelles. D'accord. Alors je vois, écrire, inventer des personnages, des lieux, des histoires vous permettent de vous évader, de vous relaxer et de vous exprimer. Oui, aussi. Ça fait du bien. C'est vous qui le dites, hein. Cela vous donne de l'inspiration pour vous lancer dans vos projets d'écriture. Oui, c'est ça. Alors le fantastique, la science-fiction sont vos deux thèmes préférés depuis Harry Potter, d'où l'apparition de votre tout premier ouvrage que vous avez auto-édité. C'est La forêt de l'ombre, qui entraîne un lecteur dans cet univers. Alors racontez-nous un peu cette aventure, ça parle de quoi? Donc du coup, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, quand il est enfant, va perdre sa mère lors de l'attaque de son village. Et ensuite, son père ayant disparu, il va hériter de l'héritage du coup de son père. Donc un grand manoir avec ses domestiques, donc il va vivre. Le manoir, ça vous a inspiré Harry Potter, hein? Oui, bon après, j'ai aussi d'autres sources d'inspiration. Et du coup, en fait, il va voir que l'un de ses domestiques, son majordome, va rôder autour de la forêt qui entoure son manoir. Et il va vouloir savoir qu'est-ce qu'il fait là-bas, qu'est-ce qu'il complote contre lui. Et donc il va enquêter, il va envoyer l'un de ses domestiques enquêter sur ce majordome. D'accord, donc c'est un peu une enquête. Un petit peu, après c'est un petit peu une enquête, il y a du suspense, des créatures fantastiques et un petit peu et de l'action aussi. Il en faut, hein? Oui, c'est sûr. Il n'y a pas de baguette magique quelque part? Non, pas du tout, pas du tout. Vous auriez dû? Il y a des créatures fantastiques, des vampires, D'accord. Alors ça s'adresse à des jeunes à partir de quel âge? Plutôt à partir de 15 ans.
Oui, c'est pointu. Hein. En fait, je dis clairement parce que en dessous, c'est un peu. Il y a certaines scènes qui peuvent être un peu violentes, donc du coup, pas en dessous. Ah oui, aussi, ouais. D'accord. Voilà. Alors, j'ai vu aussi qu'on trouvait vos romans sur les plateformes. Alors oui, du coup, on peut retrouver, donc, il est disponible en e-book Kindle et avec l'abonnement Amazon Canopé Select et aussi du coup en livre broché sur Amazon aussi. Ce sont vos premiers salons? Oui, c'est mon deuxième salon. Le premier c'était? C'était la fête du livre à Montataire, en juin. Oh, je connais, dans l'Oise. Qu'est-ce que vous avez été faire dans l'Oise? Ce que vous êtes, vous m'aviez dit? Je suis d'origine de l'Oise, du coup. Endroit? Pas trop loin de Compiègne. D'accord. Donc vous êtes venu spécialement à Meursault-les-Bains? Oui, c'est ça. Vous ne connaissiez pas? Non, je ne connaissais pas. Ouais, c'est Jean-Claude Clement qui m'a rencontré à Montataire et c'est dans l'Oise et qui m'a proposé de venir ici. D'ailleurs, je le remercie. D'accord, bah écoutez, c'est une bonne chose. Hein. On est ravis de vous avoir. Et il y aura une suite à votre livre? Alors non, pas celui-ci, mais du coup j'ai prévu de... Je suis sur un nouveau roman, mais là dans l'immédiat j'ai une nouvelle qui va bientôt paraître. C'est une nouvelle post-apocalyptique qui s'appellera Les cendres de l'humanité. Bon bah écoutez, c'est prometteur. Hein. Bah, merci d'être venu jusqu'à nous. Bon salon. Bonjour Martine. Déjà, je venais rendre visite à ma sirène qui est installée sur l'esplanade en béton. Et donc en passant à la médiathèque, j'ai vu de la lumière, je suis rentré et ça tombe bien parce que j'ai justement un album à présenter avec mes personnages en terre cuite. Voilà. Des petits bouts d'histoire sur le littoral picard. Bien. Oui. Genre bref de comptoir, voilà. Là, je reprends pour donner du détail. Donc, comme support, Guy a utilisé des photos de ses albums personnels, préparé des prises de vue, créé des personnages en terre cuite, qu'il a mis en scène. 2 ans de travail pour arriver à cette BD tout à fait d'un genre tout autre, original, bien spécifique, qu'il a appelé En même temps et qui est sorti fin 2020, en pleine crise du corona. Exactement. Pourquoi en même temps? En même temps parce que l'album c'est ni une bande dessinée, parce que les auteurs et les personnages sont en terre cuite. Ce n'est pas non plus un roman photo, pour la même raison, les personnages n'étant pas vrais mais en terre cuite. Donc c'est ni l'un ni l'autre, voilà. Et c'est en même temps autre chose. Voilà. C'est inédit. Et en même temps, c'est une phrase qui passe un peu partout, que les hauts personnages emploient souvent. Donc mon deuxième album qui est en préparation s'appellera Quoi qu'il en coûte. Il me semble que c'est dans l'air du temps. On a déjà entendu ça quelque part. En tout cas, bravo. Donc, n'hésitez pas à venir jusqu'à là pour découvrir cet album hors norme. Bravo. Merci Marc. Piano. Alors, nous accueillons donc Aline Calvotin, qui est une Normande d'adoption, puisque vous êtes née en Champagne-Ardenne. C'est ça. Voilà. Mais la Normandie, vous en êtes imprégnée depuis de nombreuses années, vous y vivez, et elle est un peu votre locomotive pour écrire. C'est ça, ma matière première en fait. Les histoires de Normandie, les beaux paysages normands. Donc mon premier se passe en Bray, dans mon village. Oui, je vois, il est sorti en 2016 et il s'intitule Des pommiers de l'orage. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc c'est l'histoire de Célestine à travers son journal que j'ai trouvé dans ma maison à Rodin-Boulanger. Et l'histoire se passe en 1880. Oui. 1880, donc j'ai retracé un peu les traditions de l'époque avec une documentation
documentation. Et puis voilà, après on sait pourquoi le journal a été caché, il y a un lourd secret à l'intérieur. Donc ça se passe entre deux époques en fait, 2007 et 1880, et la découvreuse du journal et ses réflexions et le journal en lui-même. Donc ça, c'est les premiers de l'ouvrage. C'est votre tout premier? Mon tout premier, 2016. Donc il est sorti cette année en livre de poche. Il a bien fonctionné du coup en petit format. C'est quand même bien ça. Et ça vous a incité donc à écrire un deuxième? Oui, c'est ça. Alors le deuxième, il y a une petite transition avec un polar au milieu, donc qui se passe dans la Marne, dans ma région natale, avec une chasse au trésor et des victimes retrouvées sur les lieux de la chasse. Et donc c'est Iris, la psychologue, qui enquête, qui résout les énigmes pour trouver le coupable. Donc il y a la chasse au trésor à la fin, les gens peuvent jouer aussi. C'est celui-ci, comme une bête aux abois. Comme une bête aux abois. Et alors le tout dernier, c'est quand même l'ange du Trianon. Oui. Pourquoi vous êtes là? Voilà. Donc l'histoire se passe au Tréport. Alors écoutez bien votre deuxième, enfin le troisième, je dirais. L'ange du Trianon, qui a été écrit en 2019, confinement oblige, paru en août 2021. Il nous mène au Tréport, ce roman, période belle époque, et il fait la part belle à cet hôtel mythique. C'est un peu ça, qui a été situé sur les falaises et qui, à vrai dire, a déjà une grande histoire. Alors bien évidemment, vous êtes rapproché des archives du Tréport, de la ville 2, pour écrire ce roman fiction. Tout à fait, oui. Et puis j'ai décrit l'hôtel, enfin il y a une salle dans l'hôtel Trianon avec des cartes postales anciennes. J'ai retracé un peu le décor d'un dîner particulier dans cet hôtel. Et puis documentation d'époque. Mais c'est bizarre parce que quel a été le point de départ pour vous, le Trianon? C'est en visitant le Tréport, en montant en funiculaire et en découvrant les ruines. En fait, vous êtes dit ça cache quelque chose? Oui, et puis le fait qu'il ait duré peu de temps, en fait, cet hôtel, j'avais envie de le faire. Ça a été un hôpital militaire? Oui, oui. Ça devait être impressionnant pour l'époque. Certainement. Tout ça, c'était beau. Bah écoutez, voilà, Aline Calbotin, il faut passer voir la voir et découvrir son ouvrage. Je sais, on m'entend pas bien. Donc nous accueillons aussi sur ce salon Claude Pichard qui nous vient de Saint-Pierre-en-Val. Saint-Pierre-en-Val, que l'on situe proche de la ville 2. Alors vous êtes ancien technicien forestier, vous avez exercé dans l'Est de la France, mais aussi en Normandie. Appareil photo en bandoulière, vous arpentez la forêt 2 et d'ailleurs certainement vous nous livrez à travers vos ouvrages vos plus beaux clichés aux couleurs naturelles, car vous dites vous-même aucun n'est recadré ni retouché. Et vous dites aussi photographier, c'est aussi transmettre cette mémoire de la forêt. Bon. Alors vous avez exposé en 2019 Brume et lumière en forêt 2 à la chapelle du collège. Cette brume et lumière. Oui. Ça c'était dans la salle du carrosse. La salle du carrosse, donc la forêt 2 au fil des saisons. Dans la salle Viollet-le-Duc. Dans la salle Viollet-le-Duc avec la forêt 2 en automne. Et puis cette année, les oiseaux d'ici et les oiseaux d'ailleurs. C'est donc les derniers sortis. C'est les deux derniers sortis. Donc avec des photos des oiseaux du Chili, d'Argentine, de Nouvelle-Zélande, de Martinique, du monde entier. Alors vous dites aussi, depuis la cour de sa propriété de Saint-Pierre-en-Val, vous dites ma vie c'est là-bas, comprendre la forêt 2, la planter et une grande partie de votre carrière professionnelle. Voilà, j'ai passé 42 ans en forêt, forêt d'État, forêt dans l'Est, et forêt dans la forêt 2, qui était une forêt d'État également, même si elle est en indivision, mais 90% appartient à l'État. Donc je suis avant tout sylviculteur, et c'était mon domaine de chasse-photographie, puisque j'ai passé 10-12 heures par jour. Un panorama de lumière, comme on dit. Hein. Voilà. Et il s'agit bien de 40 photos, les 40 photos de vos 4 dernières années. Alors je prends en moyenne 700 à 800 photos par an. Je présente les 40 photos qui me plaisent, qui rentrent dans l'exposition que je présente à Saint-Pierre-en-Val depuis 28 ans. C'était la 28e année d'exposition cette année, présentant le nouvel album Forestimalia. J'ai donné un nom, ça commence par PHO comme photo, Forest
puisque j'étais technicien forestier, Emalia comme animaux. C'est une exposition photographie et animalière sur la forêt. Ça fait 28 ans. Oui, ben, moi je dis bravo à vous, hein, c'est un tout autre registre, mais un travail passion sur ce salon. Voilà, je vous invite à venir valoriser la forêt. Regarder et pourquoi pas acquérir et offrir. Bravo à vous. Merci bien.